Aujourd'hui, nous sommes avec Marie Costa et Valentine Ancio. Valentine, tu es psychoéducatrice et Marie, tu as été enseignante pendant 25 ans et tu es maintenant formatrice, conférencière et surtout autrice, dont un des livres chez Mardaga qui est Parents séparés et épanouis et un autre à venir sur le sujet du jour, le trouble de l'opposition. Donc, je vous laisse lancer la discussion. Valentine, je te passe En la tous les main. cas, déjà, bonjour à tous. Nous, on est vraiment ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui et de vous embarquer dans une heure d'échange autour de toutes les problématiques autour de l'opposition. Ouais, Voilà. oui, je suis aussi ravie d'être là. C'est un sujet qui me tient bien à cœur parce que j'en ai pas mal en consultation. Donc, je pense qu'on va pouvoir voilà, partager voilà, plein de choses parce que c'est très challengeant d'avoir des enfants opposants, que ce soit en tant que thérapeute, que ce soit en tant qu'enseignant, que ce soit évidemment en tant que parent. Et donc, c'est super, Marie, que tu puisses nous donner les clés pour pouvoir voilà, gérer ça avec le plus de calme possible, parce que c'est sûr que c'est pas toujours évident. Et donc, est-ce que tu peux un peu, avant de commencer à rentrer dans les fameuses solutions que tout le monde attend, nous parler, c'est quoi, sous le plan développemental, l'opposition chez un enfant? Comment ça se manifeste? À quel moment? Voilà, dans quelle situation? Bah, l'opposition, d'abord, elle est normale. Il faut qu'à un moment donné, l'enfant, il se rende compte qu'il peut dire non à sa maman et à son papa. À 2 ans, on a ces fameuses phases d'opposition où ils vont tester les limites, voir si ils sont tout puissants ou pas. Donc, cette phase-là, elle est normale. Les enfants qui la font pas, c'est plutôt, je pense que tu pourras le dire, Valentine, c'est plutôt inquiétant. Hein, Mhm. quand on est psychothérapeute, on se rend compte que ces enfants qui ne sont pas dans des oppositions, il y a peut-être un souci. Donc, au contraire, c'est plutôt super si votre enfant de 2 ans vous dit non. Après, c'est super fatigant d'avoir un enfant de 2 ans qui dit non. Donc voilà, moi j'avais pour habitude, je vais donner des petits tips hein, parce que j'ai été maman de 2 enfants et j'avais une petite fille qui était tellement dans l'opposition que je l'appelais Dragounet. Elle n'a su ça qu'à 15 ans quand l'opposition avait terminé, mais Dragounet à 2 ans, eh ben, c'est compliqué et je lui chantais des chansons et je lui chantais la fameuse chanson de Paul Naref. Je sais pas si tu vois, on peut l'adapter. Hein. Alors, soit c'est je suis une poupée qui dit non, 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 non. Ou alors je suis un poupon qui dit non, 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 non. Et à 2 ans, ça marche bien. À Ah, 2 ans, il faut pas rentrer dans l'opposition. Il faut jouer de ça, changer de sujet, dévier, partir autrement, chanter. Ça marche vraiment. Franchement, même si on chante faux, ça marche bien. Donc, vraiment, à 2 ans, c'est un besoin d'autonomie, c'est un besoin de s'affirmer, c'est un besoin de contrôler un petit peu, son environnement, avoir une prise sur son environnement. Donc c'est une opposition qui est dite normale. Après, quand ils grandissent, les enfants, il y a encore de l'opposition. On pense toujours que ça s'arrête, mais non. Mais non, en fait, quand on grandit, qu'on a 5, 6, 7, 8, 9 ans, même si c'est une période un peu de latence, comme on dit, qui est plus calme, plus tranquille, les enfants, ils testent encore un peu les limites des parents et ils aiment bien savoir si papa dit oui un jour, maman dit non le lendemain. Et ils sont très intelligents, nos enfants en général. Ils vont toujours vers la solution qui les arrange entre papa et maman. Donc voilà, parfois ils peuvent même mettre les parents en opposition entre eux. Voilà. Après, il y a la fameuse opposition de l'adolescence. Celle-là, elle est bah, hormonale, on va dire d'abord. C'est vraiment une grande poussée d'hormones qui fait que et elle est nécessaire aussi parce que, élever un enfant vient d enfin le verbe en latin educare, ça veut dire en clair mettre dehors. mhm. C'est-à-dire qu'un jour, votre enfant, ton enfant, tu es obligé de l'élever, de lui donner des valeurs, de lui donner des choses pour qu'il quitte la maison. Mhm. Et si tu es trop attaché à cet enfant-là, ça va être dur. Donc, moi, je trouve que c'est même une bonne chose qu'à l'adolescence, ils te disent non, qu'ils te disent que tu es le pire parent de la terre, parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, il trouvera que tu es un super parent quand il sera parti. Mais ce moment-là d'affirmation de soi, de référence, les références maintenant deviennent l'extérieur. Les pères, hein, les copains ont toujours les parents les mieux que le mien et la mienne, hein, ça c'est sûr et j'ai besoin de l'affirmer. Et donc c'est nécessaire parce que n'oublions pas que éduquer un enfant, c'est faire tout pour qu'un jour il nous quitte. Et enfin, il s'en aille et qu'il soit bien dans ses baskets et qu'il soit heureux de vivre, quoi. Voilà, donc ça c'est l'opposition qui est dite normale.
et qui est nécessaire dans la construction. Resynthétiser pour, avant qu'on enchaîne. Ouais. Donc en fait, si je comprends bien, l'enfant, la petite enfance entre 2, même jusque 5 ans, le fait que l'enfant dise non, j'ai pas envie, c'est quelque chose de tout à fait logique, même de faire une grosse crise de colère dans le magasin, tout ça est tout à fait éprouvant pour le parent, mais normal. Et une façon de pouvoir gérer ça, tu as suggéré de chanter ou alors de distraire, regarde, voilà, le petit oiseau là-bas, et donc du coup ça peut le faire quitter finalement son émotion ou en tout cas son défi. Et puis dans la période de latence, ça continue, les j'ai pas envie sont encore là, en tout cas chez certains, et donc les enfants vont tester si les parents sont d'accord, et peut-être mettre en opposition en effet les parents. Donc il y a toujours ce petit challenge qui est là, qui est peut-être un peu plus calculé. Et du coup, là, ben, il va falloir communiquer quand même pour Ah oui, pouvoir mettre des limites, parce qu'en fait, chaque fois, c'est un test, quelque bien part, sûr. de sa toute-puissance, parce que c'est angoissant, la toute-puissance pour un enfant. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir être solide en tant que parent dans ces moments-là. Et puis à l'adolescence, alors là, le test des limites est encore plus puissant. Moi, j'ai des enfants en période de latence. Tous mes collègues, parents d'ados me disent, attends, attends, tu vas voir ce qui t'arrive, c'est rien. Et donc là, clairement, la limite doit être encore plus contenante parce que vraiment, cette lutte finalement, parents-enfants, voilà, quelque part, fait partie du développement, quoi. Donc là, c'est dans ce que tu nous dis, c'est tout à fait normal dans ce cadre-là. Et Alors, puis, si je veux juste vous dire que Mhm. ça m'est arrivé, hein, les enfants qui se roulent par terre au supermarché, voilà. Et on peut aussi, en tant qu'adulte, utiliser l'humour. Ça marche très bien. Parce que souvent, on a honte. Et Mhm. au lieu d'avoir honte, moi, je leur disais aux gens qui me regardaient un peu sévèrement, leur dire, tu sais pas faire avec ta fille ou ton fils qui se roule par terre. Je disais, ben, oh là là, vous voulez le prendre 1 heure? Les gens, Ouais. ils veulent pas le prendre 1 heure. Donc, en fait, ils sont tous sourires avec vous, puis après, ils compatissent. Donc là, c'est la première chose. La deuxième chose aussi que je voulais, pour résumer tout ça aussi, c'est que de toute façon, le cerveau de l'enfant, au niveau limbique, au milieu de la partie des émotions, elle n'est pas du tout mature avant 25 ans. Même le cerveau frontal, c'est-à-dire prendre du recul, discerner, réfléchir, etc. Donc, ces enfants, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Physiologiquement, ils ne sont pas paramétrés pour pouvoir tout gérer, gérer toutes ces tempêtes émotionnelles, toutes ces vagues d'émotions qui vont arriver à un moment ou à un autre. Et voilà, donc ça, il faut l'avoir en tête. Et même si votre ado vous dépasse, il faut se dire qu'il n'est pas tout à fait mature encore et que c'est normal qu'il ait des réflexions un peu, des fois, déplacées, qu'on va juger puériles, immatures ou autres. Mais c'est normal, voilà. Ça, on Ok. a tendance à oublier aussi que les enfants, il faut leur laisser le temps. Quelque part, cette opposition dans un cadre sécure donne de la force à l'enfant. Est-ce qu'on pourrait résumer ton intervention comme ça? Ah, mais complètement. De toute façon, le cadre, pour moi, c'est ce qui rassure. Mhm. D'accord? Imaginez, vous mettez un enfant dans une pièce toute noire, où il Mhm. voit rien, et vous lui dites cours dedans. Comment il va courir l'enfant? Il va mettre ses bras parce qu'il a peur de buter les murs. Si on laisse aucune visibilité sur les interdits, sur ce qui est permis ou pas permis, l'enfant, c'est comme s'il était dans le noir et qui tâtonne. Donc en fait, il va toucher puis on va lui dire fallait pas toucher, fallait pas faire ça, faut pas. Voilà. Alors que si on éclaire la lumière, cet enfant, il voit les limites, il voit les murs et il court à l'intérieur. Je dis toujours qu'on est libre à Mhm. l'intérieur des limites. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que quand on met un cadre qui est posé, qui est constant, qui est cohérent, qui est construit avec les deux parents aussi. Alors si on est seul, c'est bien parce qu'on est d'accord avec soi-même. Mhm. C'est pas mal aussi. Mais si on est à deux, il y a tout un moment d'échange pour essayer d'être sûr et d'être front uni, quoi. On Mhm. doit s'entendre pour que le cadre il soit posé et qu'il soit rassurant, qu'il soit waouh, un enfant qui sait que tous les jours ses parents c'est des piliers, c'est des rocs et ben voilà, on va peut-être tenter un peu de le bouger, mais c'est bon, il va pas plier quoi. Et ben Mhm. c'est rassurant et ces enfants-là ils se construisent bien, ils sont heureux. Donc faut pas avoir peur de dire non à un La enfant. métaphore de la pièce dans le noir, c'est génial. En effet, ça dit vraiment, mais J'aime beaucoup ça dit utiliser ou des l'angoisse d'un exemples enfant. ou des métaphores parce que c'est hyper visuel et on comprend en fait. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Donc l'opposition est normale. Euh,
Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant qui s'oppose au niveau neurobiologique? Tu parlais du fait qu'il ne soit pas câblé pour pouvoir élaborer, trouver d'autres solutions finalement que de s'opposer. Qu'est-ce qui se passe quand voilà, il dit non, j'ai pas envie de me mettre en pyjama ou non, Mm. je ferai pas mes devoirs. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui? Alors, dans le cerveau, il y a deux circuits sur la gestion des émotions. Il y en a un qui est court et un qui est long. Chez les enfants, malheureusement, il y a que le court qui est souvent activé. C'est-à-dire action-réaction. C'est pas action, je réfléchis, réaction. D'accord? Ça, c'est le long. C'est chez nous, l'adulte. Sauf quand moi, je suis au volant, hein. Quand je suis au volant et qu'on me fait une queue de poisson, je passe sur le court. Parce que l'adulte a toujours le court, hein. Donc, il ne faut pas penser, voilà, c'est-à-dire qu'on a toujours ce circuit qui, de temps en temps, on peut être énervé sur le coup et puis on va lâcher un gros mot, on va dire un truc qui va sortir, on va sortir de nos gonds, d'accord? Mais on a aussi le circuit qui est mature à partir de 25 ans qui va nous permettre de, non, Marie, réfléchis, tu as les enfants à l'arrière, tu dis pas de gros mots, tu décélères, tant pis si ce conducteur conduit trop vite et te vient de te faire une queue de poisson. Donc là, c'est le deuxième circuit. Celui-là, les enfants, ils y ont peu accès en fait. Ils ont accès tout de suite à action-réaction. Donc, quand il y a quelque chose, cette opposition réactionnelle, ça va être la moindre frustration. Moi, je veux ce bonbon, je veux ce gâteau, et papa me dit après le repas. Mais après le repas, c'est dans 10 ans, quoi. Je veux Mhm. tout de suite. La gestion du temps chez les enfants, c'est compliqué, hein. Ça, je sais pas si enfin, certainement, Valentine, tu vois bien. Un enfant, le faire patienter, c'est hyper difficile parce que pour lui, c'est trop long. Quand il veut, c'est tout de suite. Donc ça, c'est très, très difficile. Je pense que c'est avant 7 ans que l'enfant n'a pas la notion du temps. Oui, Pardon. exactement, exactement. Alors, c'est vrai que c'est vers 7 8 ans en France, nous, on fait à l'école la notion de l'heure. On apprend la notion de l'heure pas avant 7 8 ans, parce que avant, l'enfant, il est noyé dans un ici et maintenant. C'est-à-dire, vous dites, on part dans 5 minutes, lui, oh, génial, j'ai le temps de jouer. Alors Mhm. que la maman, elle pense que pendant 5 minutes, il faut mettre ses chaussures, se laver les dents et prendre son blouson pour partir. Et Ah ouais. entre l'implicite de l'adulte et le cerveau de l'enfant, c'est deux mondes, hein. Quand un enfant vous dit je vais le faire plus tard, surtout un ado d'ailleurs, ça veut dire qu'il le fera jamais, hein. C'est, Et dire, c'est, oui, oui, c'est vrai. Et dire dépêche-toi à un enfant, en effet, c'est Eh ben, compliqué. On c'est ça, dirait. un enfant, il n'a pas la même notion du temps, puis il est dans un temps ici et maintenant, ce qui me fait plaisir. Et pas du tout dans le temps des parents. Donc ça, c'est sûr. Après, il y a l'opposition qui va explorer. C'est-à-dire que l'enfant, il est là, il va tenter et de voir consciemment les réactions des adultes. Cet enfant, il est très intelligent, il veut voir si on lui dit toujours pareil. Et si il peut avoir une petite marge de manœuvre, une petite marge de négociation. Ouais, mais il y a 2 jours, tu m'avais dit oui au bout de la troisième fois. D'ailleurs, si on cède au bout de la troisième fois, cet enfant-là s'habituera à redemander 3 fois, 10 fois, 20 fois. Donc plus vous allez au bout d'un moment céder, cet enfant-là va devenir de plus en plus patient pour négocier 3 fois, 10 fois, 5 fois, 20 fois, etc. Donc c'est vraiment important de l'avoir en tête, c'est quand vous avez décidé blanc, c'est blanc tout le temps. Noir, c'est noir tout le temps. Il y a un moment où il ne faut pas choisir le gris, même si c'est vendredi soir et que vous êtes fatigué, il faut éviter. L'éducation, c'est constant, cohérent. Et ça, l'enfant a besoin de constance et de cohérence. C'est vraiment Pas important. pas de c'est bon pour une fois. Comment? Pas de c'est bon pour une fois. Pas de ces bons. Alors, moi, j'essaye de le faire le moins possible. Et je me suis rendu compte que c'était difficile pour moi de le faire, voilà, mais même dans ma salle de classe. Et en fait, c'est comme ça que les enfants nous voient juste. Mhm. Parce que c'est juste d'être toujours pareil. Mhm. Voilà. Ça se négocie moins. Imaginez un jour, enfin, je sais pas, moi, je suis beaucoup enfin, je suis dans l'entrepreneuriat, donc j'aime beaucoup négocier mes tarifs et tout ça. Mais quand je sens que j'ai une possibilité de négocier quelque chose, j'y vais. Parce que Mhm. à l'intérieur de nous, on est tous, enfin, j'espère qu'on est un peu tous fait comme ça. C'est-à-dire que quand on sent qu'il y a une petite possibilité eh ben, on va y aller. On va essayer de trouver, on va aller sur booking.com pour avoir notre hôtel moins cher. Pourquoi le payer plus cher ailleurs? Enfin, c'est ça. Et si Et on sent mince. qu'il y a la possibilité d'y aller, on y va. Donc, non. Avec les enfants, c'est pour ça qu'on dit qu'il faudrait afficher ces règles à la maison. Mais souvent, ce que je vois, c'est trop de règles. Mhm. Franchement, si imaginez toutes les deux, vous êtes au boulot, on vous donne un catalogue de 100 pages d'obligations et on vous donne deux droits, deux choses positives. Bah, ça motive pas. Et ben, à l'échelle d'un enfant, 10 règles C'est pour trop. rien de positif. Bah, moi, je joue pas le jeu, hein. Quel est Mhm. l'intérêt? Encore une fois, ils sont intelligents.
Donc, en fait, quand vous mettez des règles, déjà, moi, j'enlève le mot règle, je mets des missions. Comme ça donne envie à l'enfant d'aller, allez, il va se battre pour la mission. Donc, il y a une mission. On se rend compte que pendant une semaine, il y a eu un débordement dans la maison. La mission, elle est en lien avec ça. D'accord? C'est que tout le monde va faire une mission. On est tous ensemble. On va tous œuvrer pour qu'on y arrive. Et cette mission, on va l'accomplir. Et au maximum, vous en avez 3 de mission. Parce que sinon, vous ne serez pas cohérent et constant sur la semaine. Vous allez oublier vos missions. Parce que les parents, même eux, ils oublient des fois la longue liste. Et c'est pour ça Bien. qu'ils sont plus cohérents. Donc voilà, 3 missions, quand elles sont accomplies, eh ben, on s'offre quelque chose. C'est un peu, je pense, je sais pas si vous avez certainement ça en Belgique, le 13e mois. Oui, Voilà, et ben moi je dis que gentil, mais peut-être pas dans toutes les entreprises. Mais si vous avez une prime parce que vous avez bien travaillé, ou alors un encouragement, ou alors vous avez une augmentation de salaire, ou alors souvent, ben, là aussi, on a besoin de récompenses. Donc, on veut bien donner des missions aux enfants, mais s'ils font les choses, il faut à un moment donné les récompenser. Et comme là, on a dit que tout le monde faisait des efforts, c'est une récompense collective. C'est-à-dire que grâce à l'effort de toute la famille sur cette mission, on peut se payer un cinéma avec des pop-corns si en plus on est allé au-delà des missions. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, c'est mettre ce cadre-là et ça évite cette opposition exploratoire, quoi. Puis ok. après, il y a l'opposition défensive, ces enfants-là qui vous disent toujours oui, mais c'est toujours moi. Arrête, c'est toujours moi, là, 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 etc. Et souvent, ces enfants, ils ont plus confiance en eux, d'abord. Souvent, ils ont fait déjà pas mal de bêtises ou pas mal d'oppositions. D'accord aussi. Alors, ils ont tendance à dire que c'est la faute du petit frère, du chat qui passe, etc. Donc, ces enfants-là, ils sont vraiment sur la défensive parce qu'ils préfèrent en fait mordre que d'être mordus, quoi. Ils préfèrent attaquer plutôt que de risquer l'échec. Voilà. Et puis, il y a des oppositions qui sont liées aussi, et celle-là, on n'y pense pas souvent, à des besoins. Mais ça, Valentine, voilà, c'est tous ces besoins physiologiques, c'est-à-dire, il a soif, il est fatigué, il est surexcité d'une journée de travail. Il a des besoins, comme d'ailleurs les besoins des parents, et souvent on oublie nos propres besoins. Et ça, c'est important de repartir sur nos besoins pour réagir aux réactions explosives des enfants. Mais ça, Parfait. ces besoins-là, ils sont importants à prendre en compte parce que souvent, moi, quand j'emmenais mes enfants à midi moins 10 pour acheter du brocoli au supermarché, je suis sûre que quand j'arrive au rayon bonbons, ils ont faim, ils se roulent par terre. Enfin voilà, il y Mm. a un besoin non satisfait au départ qui est à l'origine d'une crise C'est derrière, quoi. vrai. C'est vrai. Et à besoin, c'est comme faire pipi. Tant qu'on n'a pas fait pipi, on doit faire pipi. Et donc, en Et fait, c'est c'est ça, vrai exactement. enfants qui ont des besoins, et c'est vrai que tu parles de boire, manger, dormir qui semble évident, mais il y a des enfants que, par exemple, un besoin de pouvoir. Oui. Vraiment, ils ont besoin de décider, ils ont besoin d'être le boss. Et donc, c'est vrai que tant qu'on ne leur donne pas ce pouvoir, quelque part de manière socialement acceptable, eh ben, il va martyriser quelqu'un d'autre et prendre finalement le dominer parce que, voilà, on est des petits animaux. Et donc je trouve que c'est en tout cas super intéressant que tu amènes cette notion-là parce que c'est pas intuitif en tant que parent. On a juste envie de dire, tais-toi, c'est moi le boss, mais de dire ça à un enfant qui a besoin de pouvoir, eh ben, ça va pas marcher. C'est la montée sur l'échelle à tous les coups. Et donc, il va falloir lui donner ce besoin-là, mais de manière socialement acceptée. Donc, Alors, il y a un jeu qui existe avec des cartes de tous les besoins. Je pense que tu le connais, Valentine. tout à fait. C'est un jeu que je propose beaucoup dans les familles où on a du mal à trouver ses besoins, des fois même les besoins des adultes, parce qu'on n'a Mhm. pas été formé. Enfin, moi, je suis d'une génération, on m'a jamais demandé mes besoins, il fallait juste que je me taise à table. Donc, en fait, ça, j'ai dû découvrir. Et dans ce jeu de cartes, j'utilise même des fois en entreprise avec des adultes sur de l'intelligence émotionnelle. Il y a le besoin de rêver, le besoin de respirer, d'ouvrir la fenêtre, le besoin de partir, le besoin de contrôler, le besoin de comprendre, le besoin de diriger. Et il y a tous ces besoins-là, et avec des petits dessins qui sont assez sympas. Donc, allez chercher le jeu de cartes des besoins. Il y en a plusieurs qui existent dans le commerce. Et vous le mettez une table pendant une semaine. Et on met une petite musique à certains moments aléatoires et on va tous autour de la table dire notre besoin. Il y a Mhm. beaucoup de gestion de crise qui vont s'apaiser puisque le papa et la maman vont dire: oh, moi j'ai besoin de silence, de calme. Et l'enfant va dire: moi j'ai besoin d'aller me dégourdir les jambes. Et là, on va décider d'aller faire un tour de vélo. Quand on respecte les besoins, la plupart de l'opposition va aussi diminuer. Mhm. Tout Ouais. à fait. C'est vrai. C'est vrai. Et moi, j'aime bien aussi, c'est Isabelle Filiosa qui parle du petit seau qu'on remplit.
Quand notre seau de besoin est vide, ben on fait des crises, on s'oppose, mais quand il est rempli, alors on est calme, enthousiaste, collaborant. Donc, vérifier ce petit seau de besoin et de le remplir en amont, quoi. Parfois, en rentrant de l'école, tout le monde est fatigué et on n'a pas spécialement envie de prendre ce temps pour remplir le seau, mais en fait, c'est un bon investissement de se dire, est-ce qu'on va en effet au parc ou est-ce que on se raconte une histoire en fonction de l'énergie de son enfant? Ça peut être un bon investissement avant de lancer toute la deuxième journée, en tout cas, La qui pire, la pire. mais beaucoup de tolérance pour les parents quand même, hein. C'est quand même des super Oui, héros. moi je dis aux Bien. parents qui ont du mal à gérer leurs propres émotions, parce que ça, on parle beaucoup des émotions des enfants, mais pas beaucoup des parents. Et Mmh. ben, je leur dis, avant de rentrer dans la maison, quand vous tournez la clé, fermez 2 secondes vos yeux et regardez de quoi vous avez besoin. Est-ce que c'est Mmh. justement de boire un verre d'eau, de vous détendre parce que vous avez la nuque toute raide, de faire quelques exercices? Parce que vous allez être en mode complètement, batterie, à plat, et il va falloir gérer les besoins des enfants. Donc d'abord, avant de gérer les besoins des enfants, il faut remplir ce seau, C'est pour vrai, soi. le nôtre, tout à fait, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Tu as parlé de plusieurs oppositions. On a l'opposition réactionnelle qui est ben, mon temps n'est pas ton temps. Donc, en fait, le fait de me dépêcher alors que je suis en train de jouer au Lego, là, c'est pas du tout mon plan. Donc, en fait, il y a ce Mmh. rapport au plaisir de l'enfant qui ne rencontre pas les obligations du parent. Et donc là, voilà, ça peut coincer. Il y a l'opposition exploratoire où là, on vérifie si on a une petite marge de manœuvre sur les limites. On essaye le c'est bon pour une fois, est-ce qu'on va l'avoir ou pas? Et tu nous recommandes de ne pas faire le c'est bon pour une fois. Et je confirme, moi par exemple, j'ai Ah arrêté ah. l'écran chez moi parce que voilà, j'avais une fille qui était un peu junkie. Et en fait, le c'est bon pour une fois, tu peux tout recommencer si tu dois le réinstaller après. Donc en effet, rester ferme en tout cas sur ce qui est important pour nous et qu'on veut garder comme cadre. Mais voilà, c'est très sain que l'enfant tente quand même le coup parce que voilà, on est des humains et on aime ça la négo. Et puis, il y a l'opposition défensive. Donc ça, c'est les enfants qui ont parfois des difficultés de comportement, qui se font engueuler tout le temps et qui, du coup, mordent plutôt que d'être mordus. Donc, il y a un peu ce truc, c'est pas moi ou c'est toujours moi. En tout cas, voilà, il y a un côté relationnel peut-être à réparer chez ceux-là parce que, voilà, ils sont trop fait punir. Et puis, il y a toute cette notion de besoin qui, quand ils ne sont pas remplis, eh ben, des troubles du comportement peuvent apparaître simplement pour essayer de le remplir d'une manière ou d'une autre. Donc, en tout cas, merci pour ces ces quatre types d'opposition. En tout cas, je ne les connaissais pas de cette manière-là, mais donc j'aime beaucoup comment tu l'as modélisé. En fait, ça, c'est pour les enfants, tous les enfants. Ils Oui. sont tous à un moment donné, on parlait du trouble oppositionnel, c'est encore autre chose, mais Mhm. tous les enfants ont différents types d'opposition. Il faudrait que je réfléchisse chez l'adulte, je pense que je pourrais en trouver aussi. Ah, ça continue, hein. Il y a des résistants, hein. Alors, du coup, donc tu me parles d'opposition normale, mais donc il y a de l'opposition qui devient pathologique. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel Oui. moment? Alors l'opposition, elle devient pathologique, quand, c'est trop. Ok. C'est-à-dire que toutes ces oppositions qui sont, normales, quand on voit que l'enfant gère pas du tout sa frustration de la même façon, l'opposition, elle est très importante déjà tout petit, mais pas qu'à la maison. Chez la nounou, à l'école, en garderie, en crèche, c'est l'enfant qui va toujours transgresser et qui ne va pas du tout gérer ses émotions, qui va provoquer tout le temps. C'est-à-dire que quand on lui dit non, touche pas, lui il continue de toucher, puis il vous nargue, il vous regarde et il fait na, quoi, voilà, comme ça. Il continue et il soutient l'adulte, etc. Et ces enfants-là, si cette opposition, elle est intense et persistante, ça peut être un véritable trouble qu'on appelle le trouble oppositionnel avec provocation, qui s'appelle TOP. Alors je trouve que c'est Mhm. pas top d'avoir un TOP, hein, c'est ça, je peux faire un sale jeu de mots, mais c'est un petit garçon qui me l'a dit, donc je le reprends. Il m'a dit: «Tu Mhm. sais Marie, c'est pas top d'avoir un top» et je lui ai dit: «Oui, bah, tu as un peu raison, je trouve que c'est ça». Quand on a un enfant qui a un trouble, de l'opposition, souvent il a aussi un autre trouble. Il peut avoir un trouble, du TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Parfois, on a des enfants qui ont aussi des troubles du spectre autistique, des troubles anxieux. En fait, souvent, malheureusement, c'est des combos qui sont pas gagnants, avec plein de choses qui arrivent.
selon le DSM-5. DSM-5, c'est l'unité, la nomenclature qui va définir les troubles, qui est faite aux États-Unis, mais qui est maintenant, je pense, mondialement reconnue, et je pense aussi en Belgique, hein. Et il faut au moins 4 symptômes sur 8, et ces symptômes-là, ils sont vraiment observés de manière persistante dans les enfants au moins 6 mois. Il ne faut pas qu'il y ait eu un changement, c'est-à-dire un déménagement, un divorce, voilà, une maladie des parents, etc. C'est vraiment quelque chose comme ça. C'est l'enfant qui va se mettre en colère dès le réveil le matin, qui crie, qui conteste tout ce que disent les adultes, qui va s'opposer activement, qui ne veut pas se replier aux règles, aux formulés, qui embête les autres délibérément, et c'est jamais de sa faute. Il est très susceptible, très agacé par les autres, il est fâché, plein de ressentiments. Voilà, c'est toutes ces données-là qui vont être étudiées par un médecin, qui vont Mhm. voir, alors pas avant 7 8 ans, hein, c'est parce qu'au début, il y a toute cette opposition, on va dire, naturelle chez l'enfant, donc ça pourrait être mal interprété. Donc on attend quand même cette période de l'enfance plutôt, avec cette période de latence pour être sûr que voilà. Et dans ces moments-là, en fait, ben, on n'arrive pas à gérer l'opposition, et c'est une opposition qui est commune à plusieurs lieux de vie. Voilà, c'est pas juste à la maison. Donc, si c'est à plusieurs lieux de vie, on ne peut pas dire que c'est un problème éducatif des parents. Mhm. Et là, c'est un trouble neurobiologique. Sinon, malheureusement, cet enfant-là, il aurait quand même pas eu de chance, hein. Depuis sa naissance, il est tombé sur une nounou pourrie, une maîtresse qui ne sait pas faire, des dames à la garderie, à la cantine qui sont nulles, bon, et des parents qui font un déficit d'éducation. Ben non. Donc là, c'est un trouble qui est invisible. Malheureusement, on a beaucoup parlé pendant longtemps du trouble du spectre autistique. Alors, il y a peu de temps encore en arrière, on disait que c'était un trouble de l'attachement avec la maman. Heureusement Mhm. qu'aujourd'hui, on n'en parle plus. Moi, j'aimerais Mhm. bien qu'avec le trouble oppositionnel ou le TDAH, on arrête de dire que c'est des enfants mal élevés. C'est des enfants qui ont un trouble neurobiologique. Ça se passe au niveau de leur cerveau. Et c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Et il n'y a qu'une lettre qui change. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Et Mhm. cette lettre-là, elle change tout. Tout à fait. Est-ce que je peux te demander quelle différence tu fais entre un TOP et un TDAH? Ce serait quoi la différence? Je sais qu'ils sont associés dans 40% des cas, Oui. mais est-ce que pour que les gens qui nous écoutent comprennent Oui. bien la différence? Alors, le trouble du TDAH, c'est un trouble d'abord de l'inattention. C'est l'enfant qui finalement fait pas assez attention à ce qu'il devrait et est trop attentif à tout son entourage. D'accord? Il y a une espèce de surstimulation sur tout ça, ou dans sa tête, hein. C'est-à-dire Mhm. dans sa tête, tout est fun, tout est sympa. Donc en fait, pourquoi je serais où je pose mon cahier, où je pose mes baskets? Parce que ça, c'est beaucoup moins fun. Donc quand on va lui demander de retrouver ses baskets, de retrouver ses vêtements, il saura plus parce qu'il était complètement inattentif avec ça. En plus, le trouble du TDAH, il peut être hyper focus, c'est-à-dire que c'est pas forcément un problème de concentration, puisqu'il sait se concentrer, il peut se concentrer des heures sur quelque chose et rester même quand il est fan de quelque chose, justement, là, vous pouvez le laisser pendant très longtemps et pour l'en sortir, ça va même être un peu compliqué. Ces enfants-là, ils ont aussi un déficit de... Alors, il y a ça, ils peuvent être hyperactifs ou pas. Voilà. Alors, l'hyperactivité, c'est cet enfant qui bouge tout le temps, qui se lève tout le temps, qui devrait être assis, qui reste pas assis et qui a besoin de bouger davantage que les autres. Maintenant, il y a quelque chose que l'on dit un peu aussi, et je pense que ça se dit aussi dans le monde des soignants, c'est que cette hyperactivité-là, elle existe toujours. Si c'est pas dans les jambes, c'est au moins dans la tête. Ouais, C'est-à-dire que c'est des enfants qui bougent tout le temps dans leur tête. En fait, ils ont mille et une idées à la minute, à la seconde, et des idées coquines, ils en ont aussi. Bah, ça va plus vite que les autres puisque tout va plus vite. Voilà. Donc, il y a de l'impulsivité, il y a de l'hyperactivité, et la troisième chose, euh, ça peut être aussi de l'opposition. Et l'opposition, ils vont en avoir aussi. Enfin, ils vont avoir de l'opposition naturelle chez le TDAH parce que le TDAH, quand il s'oppose, par exemple, alors il a trois manières de s'opposer, lui aussi, mais le top aussi, hein. Trois manières, c'est la manière passive, ça les parents ils pensent pas trop, hein. Mais passive, c'est quand vous lui dites Léo, on passe à table, il vous dit oui, oui, il vient pas. Mhm.
Bon, bah ça, c'est parce que lui, il est déjà reparti dans sa tête, dans ses pensées, dans autre chose. Donc, bah, Léo, il a dit oui, oui, mais c'est pas qu'il veut pas, lui aussi, mais c'est il est en train de penser à autre chose. Mais les parents, au bout d'un moment, Léo, il a 11 ans, il devrait passer à table au premier coup quand on l'appelle, quoi. Puis la deuxième opposition, c'est l'opposition active. Léo en passe à table, mais là, Léo, il est en train de faire son super jeu qu'il adore. Et là, vous êtes en train de le déranger, de le sortir de son hyperfocus. Donc lui, il n'est pas content du tout. Donc là, il va s'opposer et il va vous dire non, je veux pas. Donc là, c'est l'opposition active. Et il y en a une troisième qui a été trouvée aussi par les médecins, c'est l'opposition passive-agressive. C'est qu'on lui dit Léo à table, il se conforme à la demande des parents, il se lève, mais sur le chemin, il croise son chat, il le pousse, ou il croise sa petite sœur et il la pousse. Donc il y a un côté agressif parce que finalement, il n'a pas vraiment envie de se conformer. Donc ça, les enfants qui ont du TDAH, ils ont souvent aussi ces oppositions-là. Qui est liée à l'impulsivité, du coup, qui est au final, qui est la première solution qu'ils trouvent. C'est ça. Et puis, il y a aussi ces enfants-là aussi, alors, enfin, ils ont une mémoire de travail qui est très courte. Alors, la mémoire de travail, contrairement à son nom, c'est une mémoire très très courte. Chez l'adulte, elle est 17 et 18 secondes. C'est ce qui vous permet, en fait, quand vous allez chez des amis, de sonner à l'interphone. On vous donne le code, vous tapez 38 14 A, puis la porte est refermée, vous l'oubliez, parce que ça vous sert pour faire un petit travail dans l'immédiat. Mais chez ces enfants qui souffrent d'inattention, eh ben, cette mémoire de travail, enfin, elle va être de 4, 5, 8, 10 secondes. Donc, en fait, quand vous leur dites quelque chose, ça s'efface aussi sec parce qu'il y a d'autres idées qui vont arriver et qui vont empêcher tout ça. Donc, ça aussi, on va associer à de l'opposition, mais pas forcément, quoi. C'est juste qu'ils saturent et qu'ils n'ont vraiment pas entendu en tout cas, ou enregistré la Et consigne. enregistrer la consigne. Est-ce que pour caricaturer, on pourrait dire que le TOP est un peu plus trash que le TDAH, que Ah, mais finalement, complètement. le TDAH, c'est vraiment un trouble cognitif au niveau des fonctions exécutives et d'attention, et donc du coup d'organiser finalement sa journée. Ben, de toute façon, je prends le truc le plus amusant parce que c'est ça qui est important dans ma vie, c'est de m'éclater. Et donc du coup, ben, si ta consigne, elle m'ennuie, ben, je la fais pas. Mais donc c'est pas une opposition qui challenge, c'est juste parce qu'en fait mon plaisir finalement passe devant la règle. Tandis que dans le top, il y a vraiment cette quête de pouvoir challenger, narguer, qu'on retrouve moins chez le TDAH, qui ne va pas spécialement challenger l'autorité constamment comme on le retrouve chez le top. Est-ce que on pourrait faire la différence à ce niveau-là? Est-ce que Oui, bah, c'est exactement ça. Alors, ce qui est malheureux, c'est que 40%, comme tu disais, d'enfants qui souffrent de TDAH ont en plus Hmm, un deuxième mandat avec un TOP. Donc souvent, ce qui dérange les parents, moi, que j'accompagne, c'est plus le TOP que le TDAH. bien sûr. Mhm. Souvent, c'est ce trouble oppositionnel qui est vraiment qui est usant, Ben usant oui, pour les c'est familles. fatigant. Parce que Pour toute la les société, parents qui ont des enfants qui n'ont pas de troubles neurodéveloppementaux, finalement, c'est un enfant de 2 ans qui continue à 10, 11, 12, 13, 14. Donc, en fait, ce terrible tout ne termine jamais, finalement. Et donc, c'est vrai que pour la santé mentale du parent, c'est qui, voilà. Alors, nous, enfin, moi, j'aime ça, hein, ces enfants challengeants. Je trouve que, moi voilà, aussi. ce sont des défis, évidemment, mais c'est vrai que quand on est parent et qu'on n'a pas signé pour ça, eh ben, c'est vrai que ça peut mener au burn-out parental. Oui, Euh, et puis ça peut amener à des grosses oppositions avec violence. tout à Violence fait. verbale et violence physique. Et c'est terrible quand on est papa et maman d'arriver avec un ado ou un pré-ado qui vous violente. C'est vraiment une honte. Moi, je trouve que on n'en parle pas assez de cette violence des enfants et sur les parents parce que on porte pas plainte contre son enfant. Bien sûr, On bien va sûr. pas, on va pas mettre en place la même chose que si c'était un inconnu qui nous avait tapé le matin et à qui on peut dire qu'on a été à l'hôpital parce que votre enfant vous a poussé, vous a, ouvert le coude comme l'autre jour, j'ai eu cette maman. Elle me dit: «Mais ça, mais moi je vais le dire à personne, je vais dire que je suis tombée dans l'escalier». Donc en fait, on va masquer. On va commencer à masquer la violence et puis on va commencer à s'adapter à cette violence. On va marcher sur les œufs. C'est un peu un terrain miné à la maison. Donc, chaque fois qu'on va essayer de faire quelque chose en tant que parent, on a peur que ça explose, tout le temps. Ouais. Et c'est cette peur, ces parents, ils ont une peur viscérale
D'abord, ils sont énormément jugés comme mauvais parents, taxés de tu sais pas faire, t'as qu'à me le laisser une semaine et tu verras, avec moi il filera droit. Et à côté de ça, personne ne comprend ce trouble, personne ne se met aussi dans de l'empathie vis-à-vis d'eux. Vous avez un enfant qui, par exemple, est en fauteuil roulant. Personne dans la rue va vous dire ah, mais pourquoi vous faites aucun effort pour qu'il marche? Mmh. Un enfant qui souffre d'opposition, un enfant qui souffre d'inattention, quand je vois encore qu'il y a des professeurs sur les bulletins qui disent n'arrive pas à se concentrer, Mmh. en fait, on reproche quoi? Son trouble. Mmh. On reproche son handicap. On ne peut pas reprocher le handicap à quelqu'un. Mmh. Surtout si c'est un handicap qui ne se voit pas. C'est Mmh. sûr que quand c'est visible, on ne le reprocherait pas. On Mmh. ne se permettrait pas. Mais le handicap invisible, il faut vraiment en parler parce que ça crée, quand on parle de burn-out, c'est du désespoir parental. Mmh. Vraiment. Mais oui, parce que ce sont des parents qui ont essayé énormément de choses. Ils ont même bossé 10 fois plus Ah mais que les parents oui, d'enfants, oui. neurotypiques, quoi. Et moi, Donc j'ai eu l'habitude de leur dire, alors si je peux me permettre, Valentine, de dire vas-y, le vas-y. message que je dis aux parents, c'est que justement, la parentalité a été mouvementée, que c'est des parents qui en a remis en question tous les instants. C'est pas toutes les minutes, c'est tous les instants. Leur parentalité est mise à mal. Donc tout le temps, ils doivent faire preuve ils jonglent avec tout ce qu'ils ont sous la main et avec leurs propres émotions, parce que parfois, eux aussi peuvent avoir ces troubles-là. Le TDAH, on sait que c'est 75% héréditaire. Et Mmh. je dis à ces parents-là que quand même, c'est eux les grands spécialistes de cet enfant. Et qu'il n'y a Mmh. pas meilleur papa au monde ou maman au monde qu'eux pour cet Mmh. enfant. Parce qu'ils le connaissent depuis la naissance ou même la conception. Une maman, elle voit bien que dans le ventre, déjà, il y avait quelque chose. Donc, il faut que ces parents-là, ils reprennent confiance en eux. Et ça, c'est important aussi pour ces enfants qui ont des troubles derrière. Si le papa et la maman, il est sûr d'être le meilleur papa au monde, la meilleure maman au monde, ça redonne confiance dans sa parentalité. Et ça, c'est nécessaire pour avancer. C'est le premier pas. Déjà, prendre soin de soi quand on est parent d'un enfant neuroatypique. Et ensuite, reprendre confiance en soi. Moi, j'aimerais beaucoup refaire des cours de leadership pour ces parents-là. Vraiment, Mmh. leadership de leur vie de famille, parce que franchement, ils vont passer des soirées avec moi, des journées avec moi. Je vais leur demander du travail, je vais leur demander des exercices, je vais leur demander des efforts, de tout changer dans la maison, et ils vont tout essayer. Mmh. Et ils Ah vont oui, passer du ils temps veulent et ils veulent. Donc, vraiment, être c'est chouette. parents. Il faut les encourager. Donc, première chose, leur redonner confiance, qu'ils aient ce qu'on appelle un sentiment d'efficacité parentale, qui est largement abîmé par rapport à tout ce qu'ils ont déjà essayé. Et puis, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour apaiser cette opposition? Parce que je veux dire, c'est pas une fatalité. Alors, ce sera toujours des enfants qui challengeront, mais est-ce que on peut déjà avoir des petits outils, des petites clés pour Oui. pouvoir quand même que ça se passe un petit peu mieux malgré qu'ils aient un trouble? Alors, ce trouble-là, c'est quelque chose d'obsessionnel hein, quand même chez eux. Ils ont tout le temps l'obsession de faire le petit boxeur et de venir avec des gants de boxe pour boxer, pour contredire, pour s'opposer. Donc, si ils trouvent en face quelqu'un qui est aussi monté sur le ring avec les gants de boxe, eh ben, ils vont affronter. Mmh. Donc la première chose, c'est se dire: «Cet enfant-là, il cherche à avoir mon opposition». C'est son problème à lui, c'est qu'il veut que le parent vienne, jouer, sur le ring et boxer. Si on avait un enfant qui serait boulimique, j'aime bien comparer avec d'autres troubles, même si c'est Mmh. loin, Ouais, ouais, c'est mais chouette. un enfant qui est boulimique, on lui mettrait pas du chocolat sur la table. Parce qu'on va se dire: «Il va être tenté», d'accord? Un Mmh. enfant qui a un trouble oppositionnel, c'est l'opposition qui veut, donc on va pas le tenter avec de l'opposition. Ça, il faut que les parents, ils le comprennent parce que souvent quand ils obéissent enfin, quand je leur fais comprendre que sur une île déserte, cet enfant-là, il ne s'opposerait à personne puisqu'il serait tout seul. Ce qui crée l'opposition, c'est la présence parentale, malheureusement. Donc souvent les parents, ils veulent pas lâcher prise parce qu'on leur a tellement dit qu'ils étaient mauvais parents que quand je leur dis de lâcher prise, sauf si l'enfant se met en danger évidemment, ou qui met en danger les autres, là on lâche pas prise, on intervient. Mais si jamais il n'y a pas de danger imminent, il faut sortir du ring.
il faut et sortir la tête haute, c'est-à-dire qu'on va pas dire je perds ma splendeur de parent, quoi. Je sais pas. Comment tu dis, Valentine? Je perds mon autorité, donc c'est pas. Voilà, je perds mon autorité. Et au Ouais, contraire, ouais. c'est être autoritaire que de ne pas rentrer dans le jeu et de garder droit dans ses baskets, de dire à cet enfant, écoute là, on peut pas discuter avec toi, je sors, je m'en vais. Et comme ça, l'enfant, il est démuni. Et on ne joue pas le jeu de cette opposition. Ça, c'est vraiment très, très important. Sauf que ça, c'est facile à dire, difficile à faire. Toujours la même chose, hein. Les conseils faciles, c'est pas toujours les plus faciles à faire. Et souvent, ce parent-là, on dit qu'en plus, lui-même, il peut être hyper réactif. Donc moi, je leur propose d'abord de fermer les yeux, de respirer un grand coup comme ça, de baisser le ton de la voix. Parce que ce qu'il a surtout pas besoin, cet enfant-là, c'est d'avoir en face de lui quelqu'un qui crie, quelqu'un qui s'énerve, quelqu'un qui a perdu ses émotions. Lui, il est en train de disjoncter, il veut pas que son parent il disjoncte en face. Le parent doit être un pilier. Donc en fait, plus vous restez zen, c'est dur, hein, mais plus on reste zen, moins on rentre dans l'opposition, mieux c'est. Donc on reste zen, on réfléchit, etc. À l'opposé, j'ai des parents qui ont beaucoup, beaucoup de self-control et qui vont avoir une patience démesurée. Trop de patience tue la patience. C'est-à-dire que cette maman ou ce papa va passer des heures à expliquer, à argumenter, à redonner des explications comme quoi il faut venir à l'heure pour manger la soupe, sinon la soupe, eh ben après il y a les premières menaces. Mais les menaces, bon, c'est les menaces dans la parentalité, c'est pas grand-chose, hein. On va manger sans toi, tu vas louper ton bus, la soupe va être froide, enfin c'est ce genre de menaces. Mais en général, ces parents-là, comme l'enfant s'oppose, ne vient pas, ne fait pas, eh ben ils vont répéter, répéter, répéter. Et c'est dans cette argumentation et cette répétition des consignes que va s'alimenter le circuit de l'opposition. Vous rentrez dans le jeu, vous montez sur le ring. Donc sortez de ce ring. Il faut vraiment prendre conscience du moment où il vous nargue, où il fait ce que vous ne voulez pas, où il vient avec ses gants de boxe, il vient vous taper ou vous dire mais moi je voudrais bien avoir la PlayStation, mais moi je veux manger ça, mais moi je veux aller sortir avec mes copains, mais moi si, mais moi là. Paf, silence. Vous rappelez la règle, la mission du jour, elle est affichée. Vous montrez. Moins on parle, mieux ça se passe, en général. Mais restez, voilà, toujours. Alors, après, il y a aussi des postures à avoir si cet enfant est violent. Si cet enfant peut monter très vite dans l'opposition et dans la violence, il ne faut jamais lui tourner le dos. D'accord? Il faudrait mieux être assis s'il est assis, debout s'il est debout, pour pas montrer de supériorité. Il ne faut pas croiser les bras en signe d'impatience. Il ne faut pas taper du pied. Il ne faut pas crier comme il crie. Il ne faut pas lui demander de nous regarder droit dans les yeux parce que ça va mettre le feu aux poudres. C'est tous des gestes qui vont éviter la grande crise. Le meilleur moment pour éviter une grande crise, c'est le tout début, quand les émotions ne sont pas en feu, quand le bateau n'est pas en train de couler. Et ça va très vite, hein, ça monte très vite chez eux. Mais les premiers moments, ça va être l'énervement, la petite sœur qui a fait tomber la tour de Capla, le soupir, la porte qui claque, le haussement des épaules. Là, on intervient tout de suite, on ne laisse pas. Souvent, les parents ont tellement peur de dire quoi que ce soit, mais c'est là où on va laisser le cycle de la violence augmenter et de la crise arriver. Donc, on va dire, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, il faut intervenir. Parce que si on intervient tout de suite, au premier claquement de porte, au premier haussement de voix, à la première soupir ou lever les yeux au ciel, on a une chance que le cerveau des émotions soit encore connecté avec le cerveau de la raison. Et si la raison est encore un peu là, il y a des mots qui vont expliquer ce qui se passe. Que quand on est en haut de la crise, la raison est toute petite, l'émotion est trop grande. Donc là, c'est trop compliqué. Et il y a Margot Sunderland qui dit, alors je sais pas si je pense que tu la connais, Margot Sunderland, c'est une thérapeute à Londres qui a écrit un livre, Ses enfants enfermés dans la peur et la colère. Et elle explique même que ces enfants-là, quand ils crient, quand ils s'énervent, quand ils sont au top de leur crise, leur propre cri va effrayer leur cerveau. C'est un espèce de système qui s'auto-alimente.
C'est-à-dire, je crie fort, je pleure fort, je mords, je tape, je me fais mal. Des fois, ils se font mal, hein, ils peuvent saigner, hein. Et Mhm. ben, ça fait mal. Donc, le cerveau est en mode panique. Et il se passe un truc qui est quand même magique au bout d'un moment, c'est que le cerveau, au bout d'un moment, il disjoncte parce que c'est trop dur de supporter ça. Et il y a comme un court-circuit qui arrive dans le cerveau, et c'est pour ça qu'on a au bout d'un moment un enfant qui va s'endormir après une grande crise. J'ai un ado le jour de 13 ans, il a tout cassé dans sa chambre. Il s'est endormi derrière. Il s'est réveillé 1 heure après et il est allé voir son père avec le ballon de foot. Il a dit on va faire un foot parce que le pire c'est quand ils s'endorment, ils se réveillent, ils sont au niveau inférieur que le début de la crise. Ils sont vraiment zen, ils sont bien, ils ont tout oublié. Ils ont fait reset. Par contre, le parent, lui, il est resté haut, hein, dans l'émotion. Il a encore peur de ce gamin qui vient de tout casser. Il est encore scandalisé parce qu'il n'y a plus rien qui va dans la chambre. Ces enfants qui ont des troubles oppositionnels avec provocation, c'est vraiment compliqué, mais il faut vraiment intervenir au tout début. Le plus tôt possible, mieux c'est. On ne laisse pas, et de l'écoute empathique. J'ai l'impression que ta sœur t'a énervé en faisant tomber tes caplas. J'ai l'impression que tu es frustré parce que je t'ai confisqué la télé. J'ai l'impression que... Et ça ne veut pas dire qu'on va lui redonner. Ça veut juste dire qu'on met des mots alors que lui, il est juste en train de bougonner. Mm. Voilà. Mais comme vous, quand je reprends mon exemple sur la route, quand quelqu'un vient me faire une queue de poisson, Mm. si j'ai à côté de moi quelqu'un qui veut essayer de me dire Marie, c'est pas beau de dire des gros mots devant les enfants, essaye de gérer tes émotions, ça va m'agacer, Mm. d'accord? Par contre, si j'ai quelqu'un à côté de moi qui dit ah ben non, il conduit mal celui-là. Ah, Il est je dans mon redescends, équipe. je redescends, on m'a compris, je vais mieux, je suis plus en train de bouillonner. Vous Mm. voyez, en fait, des fois, c'est intéressant de redonner des exemples qui sont de l'ordre de l'adulte. Mm. Parce que quand on a vécu tout ça à peu près, enfin, à moins que moi je suis sanguine, hein, je viens du sud, vous êtes, je sais qu'en Belgique vous laissez plus passer les piétons et voilà. Si, si, je sais. Oh, Vous du êtes mieux. beaucoup plus dans la sécurité, il y a une meilleure conduite. Moi j'ai un côté un peu italien, sanguine. Mais quand même, je pense que vous l'avez vécu à un moment donné, une injustice qui fait qu'on a envie de réagir et de surréagir. Et ben c'est ça, ces enfants-là, ils sont toujours en surréaction. Ok. Et donc, si je fais déjà une petite synthèse des pistes que tu nous as partagées, donc cet enfant, son envie, c'est de monter sur le ring. Et donc, l'idée, c'est pas de lui donner à manger. C'est de dire, en fait, nous, on monte pas sur le ring parce que ça va mal se terminer. C'est pas mon plan. Donc, on sort du ring en le lui disant, voilà, cette dispute ou cette confrontation ne m'intéresse pas. Moi, je te laisse tout seul sur le ring, je retire la prise, je vais faire autre chose. Donc ça peut être déjà une première piste. Et puis quand on voit que malgré tout, voilà, la fusée décolle, j'ai envie de dire, l'idée, ça va être de vraiment la prendre avant que ça démarre complètement et de dire, voilà ce que tu vis, ton frère t'a ennuyé, il est rentré dans ta chambre sans te demander la permission, c'est quelque chose de compliqué à gérer pour toi. Donc vraiment de verbaliser ce qui se passe pour lui pour essayer que le cerveau se recable quelque part. Ce serait ça la proposition, de ne pas être trop patient. Ça, c'est vrai qu'il y a des parents qui sont extrêmement patients, mais donc finalement, le 1, 2, 3 magic auquel on a été élevé, hein, je le dis une fois, j'annonce la conséquence, je mets la conséquence, c'est pas plus que ça. Donc, pas de patience, pas trop parler, moins on parle, mieux c'est. Donc ça, c'est vraiment aussi, je trouve, des super recommandations. Si on voit que la violence arrive, ne pas mettre de l'huile sur le feu. Donc l'idée, ça va vraiment d'être présent physiquement près de son enfant, mais en tout cas, de ne pas lui dire, de ne pas être dans ce ring finalement. Est-ce que tu as des conseils au niveau de la posture qu'on peut avoir si il y a de la violence, que l'enfant pète tout dans sa chambre? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce qu'on laisse tout péter? Est-ce qu'on reste présent? Je sais qu'il y a des méthodes comme le sitting qui sont recommandées. Est-ce que toi, tu préconises d'autres Oui, choses? ah ouais, je connais cette méthode-là, je la recommande pas Ok. parce que j'ai eu des mamans fracassées. Hmm. Ils sont allés à l'hôpital parce que dans le sitting, alors ce que Valentine est en train de nous expliquer, c'est une méthode qui a été mise pourtant dans quelque chose de la méthode REAC, hein, qui est non violente. Résistance non violente, oui, c'est À ça. la résistance non violente, c'est parti d'un bon principe, mais si vraiment l'enfant ou l'ado est en violence,
En fait, vous devez rester dans la chambre pour mettre les règles de vie avec lui et il faut mettre votre chaise vers la porte pour pas qu'il puisse sortir. Donc la porte est fermée. Moi, j'ai même des mamans qui avaient fermé à clé. Enfin, moi, ça s'est plus passé sur des mamans, hein, mais et l'ado est allé jusqu'à fracasser sa maman et elle était à l'hôpital et j'en ai eu plusieurs qui sont partis à l'hôpital. Donc, si on sent que cette méthode-là, elle est possible avec un enfant qui est jeune, qui n'est pas violent, c'est possible de la faire. Mais je mets quand même des gros warnings si l'enfant a un trouble des conduites ou un trouble supérieur encore au top. Là, il faut vraiment pas l'utiliser parce que c'est pas possible, quoi. J'ai plutôt tendance à dire la méthode du hockey. Mhm. C'est une instite qui me l'a fait. Un jour, je suis allée dans sa classe. Elle connaissait très bien le trouble oppositionnel et elle avait un petit Daniel qui était tout le temps dans l'opposition. Elle disait Daniel, ok. Et au fait, le fait de dire ok, le petit, ça le calmait, mais en fait, elle allait pas dans son sens. Elle faisait pas plus. C'était ok, je t'ai entendu. Ok, voilà, ok. Parce que plus vous leur dites non, plus vous mettez de l'huile sur le feu. Donc, elle ne disait pas non, elle disait ok. Mais ok, après, elle faisait à sa manière, la maîtresse. Donc, ça, c'est aussi une chose que l'on peut faire. Avec les petits, on peut mettre un choix encadré. Mhm. Quand, moi, j'appelle ça choix limité entre deux choses. On s'en fiche s'il met le pantalon bleu ou rouge. L'essentiel, c'est qu'il parte pas en short. Voilà. Donc, vous choisissez deux options. Il prend sa douche avant ou après le repas, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il soit douché avant d'aller se coucher. Enfin, il y a un moment où il faut lâcher prise. Les Mhm. parents ont du mal à lâcher prise. Mais il y a un moment donné, se dire est-ce que c'est grave ou pas grave? Est-ce que c'est important ou pas important? Qu'est-ce qui est important pour moi ou pas important? Est-ce que le fait qu'il range sa chambre que le vendredi soir, c'est vraiment dérangeant ou est-ce que c'est pas dérangeant? Il y a un moment de lâcher prise. Et puis, si l'enfant est en extrême violence, il faut fuir et s'enfermer. Sauf si vraiment il se met en danger lui, hein, imaginez il a un couteau ou quoi que ce soit, et bien là, dans ces cas-là, il faut voir un thérapeute, il faut voir déjà les médecins pour retraiter, reprendre un traitement, parce que là, on est vraiment sur quelque chose de pas possible. Donc, il y a un traitement à offrir à cet enfant-là. Moi, je suis pas médecin, mais je demande aux familles de retourner voir leur médecin pour retrouver un dosage de traitement qui va aider parce que là, il n'y a aucune gestion des émotions et on est vraiment sur du danger. Donc voilà. Et puis, il y a des techniques de contention qui existent, hein, c'est-à-dire on va avoir une technique que l'on apprend pour prendre l'enfant. Souvent, moi, je dis, c'est la couverture enveloppante, hein, c'est-à-dire le prendre dans ses bras et maintenir pour pas que le couteau il se plante dans quelqu'un hein, ou qu'il saute du quatrième étage. Donc là, on est dans des cas extrêmes. Mais ça existe aussi. Et cette espèce de contenant, cette enveloppe contenante, c'est encore Margot Sunderland qui en parle qui dit que en fait, quand l'enfant se sent contenu dans vos bras, sans violence, hein, sans violence, c'est-à-dire qu'on prend et on maintient l'enfant jusqu'à ce que tous ses muscles se détendent. Ça peut durer longtemps chez un ado ou un préado. Moi, j'ai des mamans qui peuvent l'avoir fait ou des papas qui peuvent l'avoir fait une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est très très long. Hein. Au bout d'un moment, il faut même se mettre contre un mur. D'accord? Et on attend que tous les muscles se détendent. Un peu comme s'il se retrouvait dans le ventre de cette maman avec ah, je suis contenu. Et on passe par l'enveloppement, par le corps pour que l'esprit s'apaise. Et c'est aussi pour ça qu'il y a aussi des objets lestés qui existent. On peut avoir des espèces de salamandres un peu, ça peut être rigolo, de couvertures lestées. Il y a des enfants qui ont besoin de s'enrouler, de se mettre dans un grand pouf quand ils sont en colère, d'être complètement contenus. Quand le corps est contenu, on sait qu'après l'esprit s'apaise. Donc ça, c'est des Mhm. méthodes qui sont importantes à avoir. Si vous voyez que votre enfant va pas bien comme ça, et souvent avec des moments de crise importante, on peut créer ensemble un sas de décompression. C'est pas Mhm. un endroit de punition. Éviter la chambre, qui serait elle plutôt pour moi liée au sommeil. Souvent ces enfants-là ont du mal en plus avec le sommeil, donc on va limiter l'exclusion, tout ça. Non, ce lieu-là, il est visible de tous, mais l'enfant, il peut être dans une petite toile de tente, dans un énorme pouf où il se met, avec un casque anti-bruit, avec un casque avec de la musique, avec un espèce d'ambiance zen. On peut mettre de la musique, des objets lumineux, de la pâte à modeler, un cahier pour gribouiller. On va trouver des objets qui vont ensemble créer son lieu de ressourcement. Un Mhm. lieu où il va pouvoir apaiser sa colère,
se retrouver lui-même et pas que ça dégénère parce que ces enfants, malheureusement, quand le cerveau revient, entre guillemets, «à la normale émotionnelle», ils ont honte et ils disent tous pratiquement: «Mais je suis nul, quoi. Je suis un mauvais garçon. Pourquoi tu m'as pris? Pourquoi tu m'as mis au monde?» C'est terrible pour un parent d'entendre ça. Donc non, on n'est pas là-dedans. On va, créer ce sas de décompression qui va aider. Et puis ces enfants-là qui sont tellement irrités, irritables tout le temps, souvent on a tendance à leur dire toute la journée: «Ne fais pas ci, ne touche pas ça, ne va pas là, ne fais pas comme ça, la la la» et on leur dit jamais ce qui va bien. Moi, j'aime bien terminer, sur une note positive, mais ça, c'est la première des choses et je termine là-dessus parce que je sais que notre cerveau part avec la dernière idée. Donc, voilà, hein, on écoute bien la dernière idée parce que c'est la plus importante de tout ce que l'on a dit. Plus vous visez du négatif, plus il y aura du négatif à la maison. En moyenne, on fait 10 critiques pour un compliment. Et ça ne renforcera pas le comportement adapté. Donc, si on veut que les comportements s'améliorent, chaque fois que cet enfant-là fait quelque chose de bien, on lui dit de manière objective, précise et vraie. On décrit ce qui va de bien. On n'est pas en train de l'encenser par un grand compliment. Mais voilà, tiens, ce soir, tu as négocié que 5 minutes. Après, tu es allé te coucher. D'habitude, c'est 10 minutes. Voilà, Mhm. vous allez essayer de mesurer ce qui va bien. Mettez aussi un chiffre, mettez une donnée, mettez quelque chose pour que ce soit vraiment factuel et que cet enfant-là se dise, tiens, je suis capable de mieux. Et là, un début de confiance. Alors c'est difficile parce que notre cerveau est toujours sur radio critique. Donc je vous invite à changer de radio, à partir radio sur le radio, je vois ce qui va bien. Et ces moments de gratitude, ils sont hyper importants. Plus on les met en place avec soi, avec son conjoint et avec ses enfants, et mieux ça se passe. C'est vrai et j'ai envie d'amplifier même ce que tu dis. Moi, j'aime bien de matérialiser ça par un compte en banque. Si ton Ah, compte en banque, chaque fois que tu as une critique, c'est un retrait, chaque fois que tu as un compliment, c'est un dépôt, ben, en fait, le compte en banque de ces enfants est en négatif. Et donc, mm. ça va être super important de vérifier il est en positif. Et donc, du coup, en effet, on va devoir les récompenser, mettre des jetons dans des bocaux. Va falloir vraiment, en effet, travailler pour que ce compte en banque soit en positif. Mais c'est vraiment ça la mission en tant que parent, c'est de vérifier que ce compte en banque, finalement, n'est pas en négatif. Parce que ça, alors, ben, voilà, quand l'estime de soi et la dévalorisation est là, ben, clairement, c'est compliqué de faire des efforts et de rester motivé. Donc voilà, mais merci en tout cas Marie, c'était vraiment passionnant la façon dont tu as amené tout ça et plein de pistes concrètes, voilà, de super voilà, nuances aussi, je trouve, dans tout ce que tu as apporté. Donc merci beaucoup. Et donc peut-être Anne-Laure, tu peux répéter le titre du livre de Marie Alors, qui va le sortir. titre, c'est Anne-Laure qui va le répéter puisque vous savez bien, ce sont les maisons d'édition qui choisissent. Oui, c'est Moi, vrai. je vais choisir tout le contenu, mais Anne-Laure, elle a certainement le titre. Non, parce qu'on a le livre que Marie a déjà publié chez Mardaga, mais surtout, il y en a un en cours d'écriture au sujet de l'opposition. Ok, euh, donc qui, il n'est pas encore sorti. voilà, il n'est pas encore sorti, c'est prévu plutôt pour le printemps 2026, donc il va falloir un peu être patient, mais ça abordera tout ce qu'on a abordé aujourd'hui, je Je pense pense. que ça va s'appeler l'opposition chez l'enfant, mais chez Mardaga, il y a toujours une phrase positive en dessous, donc je pense qu'elle va être trouvée. Il y aura une petite phrase en dessous qui va certainement montrer que tout est possible à celui qui croit. Voilà. On avait jusqu'ici guide pour parents épuisés. Ah, voilà. Mais si on veut rester sur une touche positive, on va peut-être l'adapter. Mais en effet, ça peut attirer pas mal de parents de se dire, OK, l'opposition, quel que soit le niveau d'opposition, ça me parle, c'est pour moi. Donc voilà, ça c'est le programme de milieu 2026, le temps que Marie rédige tout ça. Et voilà, maintenant je vais mettre toutes ces belles idées sur papier et le livre va être, j'espère, un grand support pour les parents. J'espère aussi. Merci beaucoup, Marie. Merci, Merci Valentin. Marie. Voilà, bonne Et journée tout le monde. bonne journée, à bientôt. Au revoir.